Bonsoir Oui. Nicolas et bienvenue sur ce château. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous et merci surtout d'être avec nous ce soir. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir et d'échanger avec vous sur ce beau château que vous avez acheté il y a un peu plus d'un an, je le disais en introduction. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous résumer l'émission pour peut-être les quelques-uns qui n'ont pas eu la chance encore de voir l'émission, de nous dire un petit peu ce qu'est le château de Bonabant? Alors le résumé n'est pas mon fort, mais je vais tenter quand même l'exercice. Le château de Bonabant est situé à côté de Saint-Malo, donc en Bretagne, sur la fameuse côte d'Émeraude. Il a comme originalité d'être situé sur un éperon rocheux, donc de dominer le territoire qui l'entoure. Et c'est surtout un château de la fin du XVIIIe siècle qui s'inscrit dans ce qu'on appelle les malouinières. Ça veut dire que c'était ces fameuses demeures, des villégiatures, des maisons de plaisance qui avaient été conçues et construites par les riches armateurs de Saint-Malo au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc voilà, on s'est porté acquéreur avec Emmanuel il y a de ça maintenant un petit peu plus d'un an. On est arrivé en septembre de l'année dernière et on s'est attelé immédiatement à la tâche, et Dieu sait qu'elle est importante, pour faire revivre ce château et ses dépendances. En quelques chiffres simples, le château, c'est un gros bâtiment qui fait à peu près 2000 mètres carrés. À cela, il convient d'ajouter à peu près 3000 mètres carrés de dépendance, et l'ensemble s'inscrit sur un parc de 25 hectares. Oui, donc c'est déjà un beau domaine quand même. C'est un beau Un gros domaine. bébé. Ouais, c'est un beau bébé, effectivement. Alors, je vais juste, merci pour cette petite introduction. Vous avez fait court, bravo, et pour ce résumé. Donc, on va commencer immédiatement, si vous êtes prêts, Nicolas, avec une première question, celle de Marie-Catherine. Pourquoi avoir choisi ce château? C'est le côté coquille vide qui a été décisif? Alors, on a choisi ce château pour différentes raisons, mais la première, effectivement, c'est que on avait, comme on disait plus tôt, un gros bâtiment qui pouvait donc vraiment servir notre projet. En l'occurrence, c'était d'héberger la collection d'art qu'on a constituée depuis 30 ans maintenant. Donc ce bâtiment s'y prêtait. Et le fait qu'il ait été, avec ces épisodes successifs qu'on a eu le loisir de détailler dans la vidéo, le fait qu'il ait été un peu dépouillé et déshabillé de beaucoup de ces décors, eh bien, paradoxalement, nous sert, puisqu'on hérite d'une page blanche dans laquelle on peut vraiment créer quelque chose qui nous correspond. On a aujourd'hui véritablement, comme je le dis, un squelette, c'est-à-dire que n'ont été conservés que les murs porteurs et les murs de refend. On est à l'essence même du bâtiment, et avec ça, on peut vraiment créer quelque chose. On a la pleine compréhension de ces volumes, et c'est quelque chose d'assez incroyable pour nous. La deuxième raison, c'est qu'on est dans une région qui est absolument sublime. La Côte d'Émeraude est un pays, le pays de Saint-Malo est un pays qui est quand même particulièrement riche en histoire, mais aussi évidemment en paysage. Et s'inscrire dans cette région-là, c'est un luxe inouï, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui nous a aussi énormément tenté, même si on était assez peu connaisseurs du pays de Saint-Malo, et on l'a découvert depuis qu'on s'est porté acquéreur et depuis qu'on a récupéré les clés. Mais c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire. Et on a ce rapport que j'évoquais tout à l'heure, comme le château est en situation dominante, juché sur cet éperon rocheux, juché sur différents niveaux de rempart, il a vraiment une parfaite jouissance du paysage qui l'entoure, et c'est quelque chose d'assez remarquable et d'assez rare quand même. C'est sûr, c'est sûr. Très bien, merci pour cette réponse, Nicolas. On a eu pas mal de questions déjà encore. Je vais essayer de les récupérer une par une. Alors, je récupère celle-ci. Quelle est l'étymologie de Bonabant? Demande Florent. Alors, on a toujours quelques mystères par rapport au passé de chacun de ces bâtiments, mais là, vraisemblablement, il s'agit de la famille Bonab de Rouget, qui qui a été la première à s'installer sur ce site, et qui, par extension des formations, a donné son nom au village qui s'appelle le village de Bonabant. Alors, qui a donné son nom à l'ancien village, puisqu'aujourd'hui, le village de Bonabant n'existe plus. Il a été absorbé par le village voisin qui s'appelle le village de la Gouanière, la ville, le bourg de la Gouanière. Et donc, aujourd'hui, le château de Bonabant
dépend du bourg de La Gouinière. Mais il faut savoir qu'à l'époque, Bonabon avait son église, avait son cimetière, qui font partie du domaine qui est encore rattaché au château. Mais donc, c'est là l'origine et l'étymologie de l'appellation, c'est la famille Bonab de Rouget. D'accord. Et est-ce que vous avez visité d'autres demeures avant de faire votre choix? Et est-ce que c'est cette région en particulier qui avait votre préférence? Alors, on était très ouvert quant à la région et à la situation géographique. Il fallait pour nous que ça soit bien desservi par les axes. Et là, c'est assez remarquable puisqu'on est à 2h20 en TGV de Paris. Et donc, on est excessivement accessible. Mais il fallait aussi que ce soit une belle région et on était très attaché à ça parce que ça sera un lieu de vie. Même si on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, on va ouvrir au public et il y a un projet entrepreneurial derrière. La première motivation qui était la nôtre, c'était vraiment de vivre dans le château, de l'occuper. Et pour ça, évidemment, on voulait une région qui soit particulièrement agréable. Et c'est le cas, en l'occurrence, de l'Île-et-Vilaine et de la Côte d'Émeraude. L'autre question, c'est est-ce qu'on avait visité d'autres choses? On a été assez imprudent. D'abord, quand on a pris la décision, quand on a visité le château et même pris la décision de l'acquérir, on habitait encore aux États-Unis. On était installé depuis une dizaine d'années en Californie. Et le projet a germé, et comme d'habitude, parce qu'on est un peu obsessionnel et assez têtu sur ce genre de choses, à partir du moment où la décision a été prise de trouver une architecture pour notre collection, eh bien, on a fait une sorte de radar de tout ce qui était accessible et disponible sur le marché à l'instant T. Et il se trouve qu'on a visité seulement un autre château qui Hmm. était en région parisienne, qui était à peu près dans le même état d'esprit. C'était paradoxalement un château 20e, mais qui avait été fait dans le goût du 18e. Assez remarquable, assez proche en proportion, mais qui n'avait vraiment ni l'authenticité, ni l'histoire et ni l'environnement du château de Bonabon. Donc le choix a été assez vite fait. Non, la Mhm. difficulté du château de Bonabon, c'est il est encore dans un état un peu compliqué. Il a été abandonné pendant plus de 10 ans, non habité, non chauffé. Il n'y a plus de réseau électrique, il n'y a plus de réseau de plomberie, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc c'était un choix un peu téméraire. On ne l'a pas fait en qualité de professionnel, on l'a fait comme deux particuliers. Et donc, il y avait une grosse prise de risque. On n'a, Dieu merci, pas eu de mauvaise surprise. On n'a pas découvert de catastrophe ou de problèmes structurels ou rien de cet ordre-là. Donc, on a eu de la chance, mais c'est vrai qu'on a foncé un peu tête baissée. Et est-ce que dans vos travaux, vous avez fait quelques découvertes étonnantes depuis le début, depuis le départ? Alors, on a fait quelques découvertes, d'abord dans les recherches qu'on a effectuées sur l'origine du domaine. Parce que c'est un château qui, même s'il est très imposant, même s'il participe vraiment à l'histoire du pays de Saint-Malo, c'est purement une maison de corsaires de la fin du XVIIIe siècle. C'est un château qui a été un peu mal aimé et par ricochet assez mal documenté. À titre d'exemple, aujourd'hui, le château n'a aucun périmètre de protection. Il n'est pas classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce qui explique évidemment aussi l'état dans lequel il se trouve et sur les successives campagnes d'aménagement, démolition, démontage, etc., qui l'ont affecté. Mais c'est assez surprenant compte tenu d'abord du site. On est sur cet éperon rocheux, c'est le seul dans le pays de Saint-Malo, avec le Mont Dol, qui lui n'héberge pas de château, ne reçoit pas de château. Et ensuite, par l'histoire et la proportion du bâtiment et les éléments qui restaient encore. On a un escalier totalement en marbre de Carrare qui est d'origine du 18e. On a encore un pavage 18e qui est assez remarquable, qui est vraiment assez unique dans la région aussi, en tout cas l'escalier en Carrare. Il y a des éléments, la chapelle 19e, etc. Donc le fait que ce château n'ait jamais été protégé est un peu un mystère pour nous. Mais dans la même idée, il n'a jamais été véritablement bien documenté. Il y avait, quand on l'a acheté, des époques entières qui étaient un peu
inconnue, un peu mystérieuse. Et il a fallu vraiment se plonger dans toutes les archives. Alors, il se trouve que dans le pays de Saint-Malo, vous le savez sans doute, Saint-Malo a été détruit pendant la guerre à 80% par des bombardements. Donc, les archives de Saint-Malo ont disparu. Donc, il a fallu évidemment se replier sur les archives départementales à Rennes, mais aussi sur les archives nationales. On est allé interroger les plans de côte à Vincennes, on est allé interroger les différentes études notariales pour essayer de remonter sur les inventaires de succession. On a essayé vraiment de remonter toute la ligne, toute l'histoire du château pour savoir effectivement quels étaient les propriétaires successifs, les usages successifs. Et en fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce château n'a connu que 3 propriétaires. Donc, il y a eu une vraie stabilité quant à ses occupants. C'est après la Seconde Guerre mondiale où les choses se sont un peu compliquées. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette démarche-là, et c'est la première découverte qu'on a faite. On a découvert, par exemple, que c'était un centre de convalescence pour soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. On a découvert que l'ancienne église de Bonabant et le cimetière de Bonabant, qui ont été démolis après la Révolution française, étaient à l'emplacement du tennis qui avait été aménagé par l'hôtel. Bref, des choses un peu curieuses. Donc, on trouve toujours évidemment des éléments comme cela. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur, le travail de recherche et d'enquête nous incite à essayer de faire la part entre les décors 18e d'origine et les décors 19e, puisqu'il y a eu vraiment une refonte au 19e siècle avec la famille de Kergariou. Et à l'extérieur du domaine, sur tous ces niveaux, ces jardins en terrasse, ces remparts qui sont assez impressionnants avec les contreforts, etc. Là, à l'extérieur, le travail est de savoir ce qui était antérieur à l'aménagement du château au XVIIIe siècle, par, en l'occurrence, la famille Lefer, parce que comme c'était une place forte depuis le XIIe siècle, il y avait déjà des remparts, il y avait déjà des choses. Et donc, l'archéologie à laquelle on se livre en ce moment est de savoir justement ce qui a été aménagé au XVIIIe et ce qui est antérieur au XVIIIe. Et ça, c'est un exercice assez compliqué. Mais oui, on fait des découvertes un peu tous les jours. Là, en ce moment, on a lancé un chantier absolument titanesque qui n'apparaît pas dans la vidéo, qui a eu lieu depuis un mois maintenant. C'est le jardin. On a vraiment démarré l'aménagement du terre-plein nord et du terre-plein sud. On a commencé par le terre-plein sud et on dessine véritablement un jardin qui n'a jamais existé. L'originalité du château de Bonabant, c'est qu'au XVIIIe siècle, ça restait une maison de plaisance, une villégiature, et il n'y avait pas eu véritablement de tracé, de dessin du jardin. C'était des grandes pelouses. Il y avait des aménagements avec un potager qui participait à l'économie vivrière du domaine. Il y avait des fermes et des dépendances, mais pour ce qui était des jardins d'agrément, des jardins dans les parties nobles, il n'y a jamais eu véritablement de dessin. Et donc, nous, on a décidé, parce que c'est un centre d'intérêt qu'on a et ça fait partie de ce qu'on va ouvrir et partager avec le public à partir de 2027. On voulait ouvrir le parc et on voulait travailler le parc. Donc, le chantier qu'on a initié depuis un mois, c'est on a travaillé ensemble depuis un an, pardon, avec un architecte paysagiste. On a entamé les travaux depuis un mois et on va créer à cet endroit, devant et derrière le château, un jardin à la française, donc quelque chose qui est très dessiné, très architecturé, fait avec beaucoup de taille, mais qui sera essentiellement un jardin de verdure et d'esprit contemporain, parce que c'est un jardin qui va s'inscrire, si vous voulez, dans la nouvelle vie du château. Mais c'est quelque chose qui sera travaillé et qui sera vraiment dans l'esprit d'un jardin à la française, c'est quelque chose de très dessiné, avec des massifs taillés, avec des tables végétales, avec beaucoup de pierres et 4 grands carrés qui vont venir investir un peu le parterre sud. Donc ce chantier, qui est aujourd'hui le plus gros chantier pour nous, devant la réfection de toutes les toitures du domaine, la toiture du château et les toitures de toutes les dépendances, devant le remplacement de toutes les fenêtres. On est à peu près à 200 fenêtres qui ont été passées en marché entre les 100 fenêtres du château et les 90 fenêtres des 2 pavillons et des dépendances. Avant tous ces chantiers-là qui paraissent déjà colossaux et qui sont colossaux, c'est vrai que le jardin nous occupe et
et nous amène à investir encore davantage. C'est un chantier auquel on est très, très attaché. Et ça aussi pour une raison, c'est que dans le partage qu'on aura avec le public, l'ouverture qu'on va consentir en 2027, l'idée évidemment est aussi d'aménager un jardin de sculpture sur l'ensemble du domaine. Donc pas seulement les parterres et les parcours nobles du château, mais sur l'intégralité du domaine, les 25 hectares, de manière à véritablement inciter à comprendre, à expérimenter le domaine dans son intégralité. Et ce qui est un vrai challenge, parce qu'on le sait d'expérience, les visiteurs habituels des châteaux ont besoin de visiter le château, ont besoin de prendre quelques photos des alentours immédiats, mais rarement se donnent la peine de visiter un parc, même quand le parc peut être un très joli parc à l'anglaise ou même un parc à la française. C'est très difficile d'amener les visiteurs à marcher, à passer du temps et à sillonner, je dirais, un parc. Et ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixés. Et ça passe évidemment par ce gros chantier paysager, mais ça passe aussi par l'implantation du jardin de sculpture qui va être fait ici sur l'année et demie qui nous sépare de l'ouverture. Très, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, notamment sur le jardin. Et je rebondis justement là-dessus par rapport à une question qui a été posée par Florent encore, concernant justement la finalité du projet. Vous l'avez dit, c'est votre habitation. Mais est-ce que l'objectif, c'est de l'ouvrir au public et d'en faire, entre guillemets, un business, ou c'est plus un nice to have, comme on dit, et de l'ouvrir parce que vous souhaitez le partager, mais il n'y a pas de vocation entrepreneuriale derrière, avec des chambres d'hôtes, avec une activité vraiment commerciale, je dirais location pour des événements, etc. Oui. Alors, il n'y a pas de projet classique hôtelier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de gîte, de chambre d'hôte ou même de réception, mariage, etc. C'est pas quelque chose qui nous intéresse, c'est quelque chose qui d'ailleurs est déjà très bien couvert dans la région. Il y a pas mal d'éléments, enfin de bâtiments et de très beaux bâtiments qui se prêtent à cet exercice-là et qui le font très très bien. Non, la finalité première, comme je le disais tout à l'heure, quand on a choisi d'acquérir le château de Bonabon et l'ensemble du domaine, c'était précisément pour donner une architecture à la collection qu'on a constituée, la collection d'art qu'on a constituée depuis 30 ans, et d'y vivre, c'est-à-dire de vivre au milieu de cette collection. Donc ça, c'était l'objectif premier, qui était un objectif très particulier, un objectif Personnel. personnel. Et tout de suite, on a eu l'envie d'aller au-delà. Si on collectionne pendant 30 ans et si on constitue ce qui aujourd'hui représente quand même une des plus grosses collections privées en France, qui est toujours restée mystérieuse, cette collection, elle est aujourd'hui à 80% dans des stockages, de stockage en région parisienne et dans une autre maison dans le Perche, en Normandie. Mais donc l'essentiel de cette collection aujourd'hui n'est pas visible. Pas visible par nous, mais pas partagé non plus avec le public. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on est très attaché, c'est d'ouvrir la collection au public. Elle sera visible dans le jardin, elle sera visible aussi dans un espace d'exposition qui est aujourd'hui une dépendance et qu'on va entièrement remanier pour en faire un établissement recevant du public aux normes, mais aussi avec la capacité à faire des accrochages et à faire une planification d'expositions successives et tournantes. Donc, l'idée, c'est de faire une vraie programmation artistique qui sera la motivation pour venir découvrir le château. Mais il y a une deuxième finalité qui est encore plus importante et qui pour nous est essentielle, c'est que comme on a trouvé cette architecture pour la collection, aujourd'hui, on veut que l'ensemble ne fasse plus qu'un. C'est-à-dire qu'on est dans une logique aujourd'hui où le premier chantier, c'est de créer une association qui sera l'association des Amis du Château et très rapidement, pour le début de l'année prochaine, c'est de créer un fonds de dotation. Et on veut en fait que dans ce fonds de dotation, qui à terme possédera le foncier et la collection d'art, l'ensemble soit un tout inaliénable et qu'on ne puisse pas ni disperser la collection, ni démanteler le château. Et ça, c'est quelque chose auquel on est très attaché et qu'une fois qu'on ne sera plus ici, on est entre-temps bâti un business model qui nous permet de générer suffisamment de recettes et suffisamment de revenus pour que le château nous survive avec la collection. Et c'est pour ça qu'on développe vraiment tout un modèle. Il y aura résidence d'artistes, il y a une aide avec des dotations aux jeunes artistes, une aide avec une dotation pour les jeunes commissaires d'exposition. Donc, le volet programmation artistique est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est principalement sur ce volet-là que sera développé un business model.
et qu'on va développer justement des revenus qui permettront, on l'espère, à terme, d'avoir une autosuffisance pour le domaine et surtout de rendre ce domaine un seul tout, un ensemble unique et indissociable et inaliénable. Et c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et c'est en ça, si vous voulez, que on fait des travaux qui sont importants. On a fait le choix de changer toutes les fenêtres, de refaire toute la toiture, de refaire toutes les dépendances et de paysager le parc, parce qu'on veut que ce projet s'inscrive dans la longueur et on veut que ça soit pérenne. On veut qu'à partir du moment où des collections vont être abritées dans ces différents corps de bâtiments, elles soient dans les meilleures conditions logistiques de conservation et que cette collection soit évidemment pas endommagée ou mise en péril quand elle est déplacée et installée dans le château et dans ses dépendances. Donc il y a un vrai projet qui est un projet, j'allais dire, artistique, curatorial, comme on dit, et un projet de programmation. Et pour nous, si vous voulez, le business model qu'on veut mettre en place, et ce sur quoi on travaille, et ce sur quoi on réfléchit en ce moment, c'est précisément d'avoir 3 leviers pour attirer le public, dans une région qui est fantastique, parce que c'est une région éminemment touristique. On est à un quart d'heure de Saint-Malo intramuros, on est à un quart d'heure de Cancale, on est à une demi-heure du Mont-Saint-Michel, et on est au milieu des axes excessivement bien desservis par le rail, par la route, etc. Donc on a une sorte d'environnement qui est particulièrement vertueux et très positif pour nous et qui aide à ce genre de projet. Mais les 3 leviers que j'évoquais, qui pour nous sont une différentes manières d'attirer le public et de générer du revenu, c'est d'abord le patrimoine. Le château est assez impressionnant et ce qu'on va y faire va vraiment lui rendre toute son esthétique et tout son vocabulaire et toute la modénature 18e. Et c'est ce que l'on entreprend en ce moment, de balayer tout ce qui a été ajouté, d'extension béton, d'escaliers de secours, de Velux, de trappes de désenfumage, etc. Tout ça passe à la trappe et on revient sur un pur langage 18e dans la réhabilitation que l'on fait. Donc, le premier levier, c'est le levier patrimonial, c'est le château, avec son site et avec ses remparts et ses jardins en terrasse. Le deuxième levier, c'est un levier paysager, ça veut dire que les gens viendront pour, et la quête pour nous, c'est le label de jardin remarquable, c'est-à-dire que si on travaille autant et si on investit autant sur le parc, c'est avec cette logique-là d'avoir vraiment un parc qui serait en lui-même seul une raison et une destination. Mais ce levier paysager, c'est le deuxième. Et le troisième levier, c'est la programmation artistique. Ça veut dire que c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place, qui va s'appuyer sur notre collection, mais aussi sur des prêts de collection d'autres collectionneurs et d'autres institutions. Et c'est de s'inscrire dans le maillage et dans les acteurs institutionnels notamment, pour travailler avec le FRAC régional, le FRAC de Rennes, pour travailler avec d'autres centres d'art et pour faire en sorte que ça vive et que la collection que l'on a constituée puisse être enrichie avec des prêts, avec des apports, avec des ajouts d'autres pièces, mais aussi avec des nouvelles pièces qui seront faites par des artistes en résidence, etc. Donc ces 3 leviers, patrimonial, paysager et artistique, sont les 3 leviers qui nous permettent, en tout cas on l'espère, et ça fait partie de notre réflexion, qui nous permettent de générer un modèle qui est un modèle vertueux et qui assure la pérennité de l'ensemble du domaine et de sa collection. Très, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et c'est vrai que c'est un modèle intéressant avec des cibles vraiment différentes, enfin complémentaires, parce qu'on n'a pas forcément le même public pour de l'art contemporain que pour des jardins, que pour un monument 18e. Donc, il y a des synergies possibles et aussi des publics totalement différents qui pourraient être intéressés par ce que vous proposerez. L'une des plus grandes satisfactions pour nous, si vous voulez, ça serait d'ouvrir des fenêtres. Ça veut dire que quelqu'un qui vient en mordu du patrimoine et absolument fanat d'architecture 18e puisse avoir une sorte allez, j'allais dire, de vrais sentiments, de vrais ressentis et de vraies découvertes en abordant le volet paysager ou en abordant le jardin de sculpture ou la programmation. Et l'idée, c'est vraiment d'amener un public différent. Vous savez, il y a en matière d'art, alors on dit par simplification, quand on est interrogé par des journalistes ou quand on présente le projet, on dit que c'est un projet avec une collection d'art contemporain. C'est pas tout à fait juste, parce qu'on a aussi de l'art moderne, donc de l'art avant et après-guerre, et on a aussi pas mal de choses 19e, avec une très importante collection de bronze 19e, et aussi un peu de mobilier 18e. Mais la particularité de la collection, c'est vraiment ce mélange, avec des époques qui se nourrissent mutuellement, et avec en revanche une vraie sélectivité sur la nature des pièces
que l'on achète et que l'on installera dans le château et qui font partie de la collection aujourd'hui, qui sont des pièces pour certaines véritablement muséales. Ça veut dire que ce sont des pièces qui participent et qui s'inscrivent dans l'histoire de l'art. Et c'est quelque chose auquel on est vraiment attaché. Mais d'ouvrir ces portes sur un fou d'art contemporain qui n'est pas forcément familier avec le patrimoine 18e et vice-versa, c'est quelque chose de fascinant et c'est un vrai bel exercice. Et c'est un exercice que peu de lieux donnent parce qu'on a rarement ce mélange et cette manière de nourrir un univers avec l'autre. Et c'est quelque chose auquel on est très, très attaché. Et ce qu'on fera dans le château, qui reste assez privatif dans un premier temps, participe à peu près de la même logique. On va avoir un vrai dialogue entre les éléments anciens qu'on va remettre en état, qu'on va valoriser, comme ce que j'évoquais avec cet escalier monumental, avec la chapelle, avec tout le pavage, les cheminées, les éléments qu'on va vraiment préserver, et avec des éléments qui seront, pour certains, très bruts, un peu brutalistes, et d'autres qui seront vraiment des créations pures. On va créer, par exemple, une bibliothèque Retour d'Égypte, très 19e, et qui sera une vraie nouveauté et un vrai ajout à l'ensemble du château. Donc, ce mélange des époques, on l'ouvrira à des groupes très ciblés. Ça sera pas une ouverture. Le château ne sera pas basé sur une ouverture régulière comme le sera le parc ou toute la partie exposition. Mais en revanche, l'objectif qu'on a, c'est sur des petits groupes et des groupes très qualifiés, c'est aussi d'ouvrir le château parce que ça participe de la même démarche et du même mélange qui nous a toujours nourris depuis 30 ans et qui, j'espère, nourrira les visiteurs. Très, très bien. Beaucoup d'informations intéressantes qui me donnent envie de poser pas mal de questions, mais je vais regarder, je vais regarder les questions qui ont été posées, notamment juste une question par rapport au fonds de dotation avant de regarder les questions des participants. Le fonds de dotation que vous comptez faire, est-ce qu'il n'y a pas pour vous, à un moment, l'objectif d'essayer de classer justement le château en vue de le protéger et de protéger ses collections, essayer de classer le château, qui serait une façon plus officielle de protéger? C'est essentiel et c'est l'idée qu'on a eue le jour où on nous a remis les clés. Mais on avait deux possibilités et on avait deux cheminements possibles. Le premier cheminement, c'était tout de suite de prendre contact avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, pour amorcer le processus de protection. Ça pouvait être ISMH, ça pouvait être MH, inscription simple ou classement, mais c'était une possibilité. Mais en revanche, on savait que c'était un piège ou en tout cas une prise de risque parce que le temps n'aurait pas joué en notre faveur. Et on savait qu'à partir du moment où on initiait ce process, eh ben, il fallait nécessairement constituer un dossier complet, passer en commission et ensuite faire un audit de l'ensemble des travaux, de la sauvegarde du domaine, du site, etc. Et ensuite des appels d'offres et ensuite évidemment tout ça sous la coupe des architectes des bâtiments historiques, enfin des ABF, etc. Donc on savait que globalement, on perdait avec certitude entre 5 et 10 ans avant de véritablement pouvoir initier la restauration du domaine. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu faire parce que c'était véritablement une sorte de temps d'arrêt qui nous était imposé et qui différait l'ensemble de notre projet. Et on s'est dit, on va inverser la démarche et on Ah, va faire des travaux dans les règles de l'art avec des architectes et avec des compagnons et avec véritablement un vrai travail d'archéologie, comme je l'évoquais un peu plus tôt, en étant excessivement vigilant sur les huisseries qui s'inscrivent dans le vocabulaire des huisseries qu'on retrouve à Saint-Malo intramuros, purement 18e, et avec des spécificités régionales d'ailleurs, ou évidemment dans la reprise de la toiture. La toiture est refaite par l'entreprise qui a refait le Parlement de Rennes et qui a une vraie expertise patrimoniale. Donc on a pris ce parti de s'entourer des meilleurs artisans, des compagnons et des meilleurs experts sur le sujet pour faire une restauration dans les règles de l'art et avec un financement privé à 100%. Et une fois qu'on a franchi ces étapes, une fois que tout le clos et le couvert ont été restaurés, là, en revanche, on reprend l'initiative avec les ABF et avec la DRAC pour absolument protéger, préserver le domaine. Et ça passera par un classement et par un périmètre de protection. Et ça s'inscrit exactement, et vous avez tout à fait raison de le souligner, dans la démarche de pérennisation du site et de la collection, auquel on est vraiment très, très attaché et qui est le fil conducteur de notre projet. On ne peut pas faire sans une protection et on ne peut pas faire sans les autorités et une reconnaissance du château. Et ça passera par là, oui.
Merci, très bien. Merci beaucoup pour ça. On a une question de Marilyn, je reviens là-dessus. Je reviens sur l'histoire du château. Est-ce que des personnes ou personnages historiques sont venus visiter ces lieux dans l'histoire? Vous aviez parlé tout à l'heure des recherches que vous avez menées. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose à ce sujet? Alors, on n'a pas retrouvé de personnages célèbres avec que sais-je, la suite Napoléon, etc. Non, non, on n'a pas cette histoire-là. Il faut garder en tête que l'origine de ces malouinières, de ces maisons d'armateurs malouins, c'était des maisons de villégiature, c'était des maisons de plaisance, comme on a coutume de le dire. Donc on ne s'inscrit pas dans une charge. Ces gens-là étaient des bourgeois qui ensuite ont eu une reconnaissance royale parce que, on le sait, les armateurs étaient aussi corsaires. Ça veut dire qu'il y avait des courses où les rois, en l'occurrence Louis XIV, leur demandait de dépouiller les navires des nations contre lesquelles on était en guerre pour partager le butin entre le roi et le corsaire. Donc il y a une histoire de ce type-là, mais il n'y a pas eu véritablement un passé royal, un passé princier, et les Lefebvre étaient avant tout des armateurs. Ensuite, c'est passé dans la famille Kergariou avec le comte de Kergariou, mais ça restait une noblesse bretonne et on ne s'inscrit pas dans l'histoire de France. Non, il y a une anecdote simplement qui est assez amusante et là qui a été couchée sur le papier, c'est Chateaubriand qui, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, parle de Bonabant et parle de Bonabant dans des termes qui peuvent surprendre. Il dit qu'il y a à Bonabant une magnificence dont on n'a même pas idée à Paris. Alors, je pense qu'il exagérait un petit peu, mais ça prouvait en tout cas que cette malouinière tardive, puisqu'elle s'inscrit à la fin du mouvement des malouinières, qui s'est globalement étalé du début du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Ici, on est à la fin du XVIIIe siècle. C'est un peu la malouinière de tous les superlatifs, c'est un peu la décadence du phénomène des malouinières, où il fallait être plus grand que toutes les autres, il fallait être plus riche que toutes les autres, d'où cet escalier en marbre de Carrare, d'où ce dallage intégral de toute la travée centrale en marbre, là aussi en turquin et en Carrare. Il y avait des éléments qui étaient quand même des éléments très visibles et ça voulait montrer la réussite phénoménale de la famille Lefebvre. La famille Lefebvre est l'une des trois plus grosses fortunes et des plus grandes familles d'armateurs de l'histoire de Saint-Malo. Donc on avait affaire véritablement à une famille importante qui avait de gros moyens et qui là voulait que ça se sache, voulait que ça se voie et qui a fait cette demeure un peu princière. Mais pas de grande histoire à Bonabant. Et est-ce que vous avez vous-même une passion justement autour de l'histoire de ces corsaires ou peut-être une formation historique où c'est plus venu avec Bonabant, ce côté intérêt pour Saint-Malo, les corsaires, etc. Alors c'est venu avec Bonabant, ça c'est sûr, mais c'est Mhm. fascinant cette histoire. Si vous voulez, c'est quand même un pan extraordinaire de l'histoire de France. La fortune qu'ont amassé ces armateurs, c'était quelques familles, on parle d'une vingtaine de familles, et qui, comme d'ailleurs je le disais dans l'émission, ont amassé plus de 10% du stock d'or français. C'est Donc c'est énorme. Mhm. une fortune absolument colossale. Mais ce destin aussi guerrier avec ce que j'évoquais, avec les courses et cette vocation de corsaire est quelque chose de fascinant et qui a toujours fasciné. Il y a toute une imagerie qui colle à Saint-Malo. Et Saint-Malo à Tramuros est une ville absolument inouïe, qui, Dieu merci, a été reconstruite après-guerre et très très bien. C'est un exemple de reconstruction très très bien reconstruite, mais on capte vraiment l'esprit et cette histoire et cette histoire insensée. Alors, il y a d'autres villes qui sont tout aussi importantes. Hein. Il y a Bordeaux, il y a Nantes, ou même La Rochelle d'ailleurs, mais avec certaines villes d'ailleurs qui se sont livrées à, là, cette fois-ci, la traite négrière, qui a assez peu sévi à Saint-Malo. Ils n'ont pas investi, ils n'ont jamais été véritablement très présents dans la traite négrière. C'était resté avant tout des commerces de marchandises et de l'enrichissement basé sur la course. Mais l'histoire est absolument captivante et fascinante. Et c'est vrai que d'hériter enfin d'hériter, on n'en a pas hérité, je vous rassure, on en a payé le plus fort, mais de récupérer un patrimoine comme celui-là, qui s'inscrit véritablement dans cette histoire-là, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça crée, c'est vrai, une curiosité.
Et même si c'est pas le cœur de notre business model, on n'a pas créé, alors que c'était un projet d'ailleurs pour Bonabon, on n'a pas recréé un parc d'attractions corsaires qui avait failli voir le jour dans les années 80. Donc on est très loin de tout ça, mais ça participe à l'histoire. Et dans l'ouverture que l'on fera en 2027, l'ouverture au public, il y aura une dépendance qui sera justement destinée à présenter cette histoire absolument insensée des armateurs malouins et de ces fameuses malouinières. Et on va vraiment faire toute une exposition là-dessus qui retracera aussi évidemment l'histoire du château. Parce qu'on ne peut pas s'affranchir d'un lieu aussi fort et d'une histoire aussi forte. Donc non, c'est par atavisme, par curiosité qu'on s'y est mis, mais on n'était pas tombé dans un bateau de corsaire petit. D'accord. Et vous parlez de l'histoire justement du lieu. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur, j'ai vu plusieurs questions passer à ce sujet, sur la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé. Vous en avez justement dit un mot, mais peut-être aller un peu plus loin dans comment le château a traversé cette période de Alors, il y l'histoire. a deux périodes qui sont toujours des périodes qui fascinent, parce que c'est des périodes qui étaient des périodes absolument allez, dramatiques ou en tout cas intenses. La Révolution. La Révolution, alors, quelques écrits sur le château de Bonabant disent que les révolutionnaires sont rentrés dans le château et qu'ils se seraient emparés notamment des grandes tapisseries qui avaient été faites sur des cartons de Lebrun, qui aujourd'hui sont au Louvre, pour se draper dans les tapisseries et qui auraient allez, démonté un certain nombre de décors. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la famille Lefer avait quitté le château un petit peu avant la Révolution, enlevant tous les meubles. Ils n'ont pas perdu la tête, ils ont été préservés. Apparemment, la famille Lefer et Madame Lefer, qui occupait à ce moment-là le château, alors que le fils, lui, était parti en Angleterre, avaient plutôt de bons rapports avec les révolutionnaires et ils sont passés relativement indemnes. Mais pour autant, le château a été totalement vidé à la Révolution et un petit peu, je pense, endommagé. Mais rien de fondamental. Et pour revenir à votre question sur la Seconde Guerre mondiale, non, ce château qui avait été vendu par la famille Kergariou juste avant la guerre, c'est le dernier occupant privé du château. La veuve est décédée dans les années 30. Le château a été vendu juste en 39, juste avant la guerre. On ne sait pas trop. Il y a eu une promesse qui a été réalisée après la guerre. Donc, il y a une sorte de période un peu trouble. C'est a priori quelqu'un qui a fait, je pense, une bonne opération au passage. Mais en tout état de cause, le château a été utilisé comme une maison de convalescence. Donc, il n'a pas été investi par les Allemands et il n'a pas été détérioré. Certains décors ont probablement souffert, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas dans quel état ils ont récupéré le château et dans quel état ils l'ont restitué quand ça a été transformé dans les années fin 50, début 60 en colonie de vacances. C'est cette période-là, on rêverait d'avoir des vrais inventaires de succession, on rêverait d'avoir des documents photographiques. Et on n'a rien sur les intérieurs du château. Le seul document photographique sur l'intérieur du château que l'on ait, c'est les intérieurs, c'est un salon qui date du 19e, de l'époque des Kergariou, qui montre une décoration très, très soignée, assez opulente, et un décor très Napoléon III. Mais c'est la seule source photographique. Le reste, c'est après-guerre, dans les années 60. Donc, on ne sait pas qui a successivement déposé quoi. La dernière anecdote que j'évoquais et qui est presque drôle, mais avant tout dramatique, c'est que c'est l'hôtel-restaurant qui, pour mettre l'hôtel aux normes, a décidé de démonter les dernières grandes portes en chêne 18e pour les brûler au fond du parc. Ça, c'est énorme. C'est tellement insensé, on ne comprend pas qu'ils aient simplement pas pensé à les archiver, à les stocker quelque part. C'est à gêner, quoi. Ouais. Donc voilà, mais on a beaucoup de mal à retracer qui a démonté quel décor à quelle époque. Ce qui est sûr, c'est qu'on a hérité d'un château qui a été curé parce que c'était le dernier projet qui avait été avorté et qui est donc un château un peu coquille, comme on l'évoquait au début du reportage, mais on a beaucoup plus de mal à remonter le temps. Merci. Il y a une question de Anna et on va tout doucement conclure parce que ça fait déjà 45 minutes en fait que nous Pardon. sommes ensemble. Ça passe vite. Non, mais c'est super intéressant. Et on a justement, là, il y a une question d'Anna qui demande par rapport au timing. Vous parliez de 2027.
Dans combien de temps pensez-vous terminer la restauration intérieure de ce magnifique château afin de pouvoir enfin exposer vos collections personnelles? Est-ce que c'est 2027, c'est cette date-là dont vous parlez, ou c'est pour les extérieurs? On a choisi 2027 par défi et par clin d'œil. 2027, c'est les 250 ans du château. Mhm. Donc, ça nous a semblé amusant de fêter ce grand anniversaire d'un château qui, au passage, a été construit en un an. Il a été construit entre Hmm. 1776 et 1777, ce qui est assez colossal. Mais on voulait célébrer les 250 ans du château et on s'est dit, allez, on fait une ouverture en 2027. Ça nous laisse 12 mois de latitude, parce qu'en 2027, ça peut être janvier ou ça peut être décembre. Donc, on a un peu de marge. Mais en tout cas, on s'est fixé ce défi un peu fou. Et c'est vrai que c'est un challenge et que c'est un peu en fonction de ça aussi qu'on a initié les différents chantiers. On a fait aussi certains chantiers plus vite qu'on avait imaginé au départ. On ne pensait pas refaire toutes les toitures des dépendances et là, on vient de le terminer il y a 2 mois maintenant. Ça a été fait très rapidement, mais au départ, on voulait le faire après le château. Donc voilà, on a un petit peu forcé les choses, mais aussi parce qu'on s'est dit, ça ne sert à rien d'avoir un château entièrement restauré et de se retrouver au milieu d'un environnement un peu décrépit et un peu abandonné. Donc, on a eu cette idée de mener un peu de front les différents chantiers. Et aujourd'hui, parce qu'on n'est pas à moitié fou, on se dit qu'on peut peut-être terminer l'aménagement intérieur du château aussi en 2027. Et c'est ce à quoi on travaille aujourd'hui. Alors, c'est plus compliqué parce que là, d'abord, on vient de démarrer il y a un mois le travail sur le château, là où on a démarré depuis un an le travail sur les dépendances. Donc, on est au tout début du château. Pour le moment, on a quelques mauvaises surprises, avec notamment la dépose de la toiture où on se rend compte que toutes les sablières doivent être changées, que les jouets de lucarne sont à changer, que, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la terminologie et dans le vocabulaire des spécialistes que je finis par intégrer parce que forcément, c'est des chantiers qui nous occupent et qui nous préoccupent. Mais il y a quelques surprises de cet ordre-là où tous les arrière-linteaux qui sont en train d'être changés parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient pourris et que les audits ont montré qu'ils n'étaient pas capables de supporter encore trop longtemps les charges. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça. On aura peut-être d'autres surprises encore, mais globalement, aujourd'hui, avec les corps de métier, on a une chance inouïe, c'est d'avoir des corps de métier remarquables et des entreprises qui sont motivées, fascinées par ce chantier, par ce projet, et qui sont particulièrement volontaires et qui bossent remarquablement. Si on s'en tient à la charge qui est la nôtre et au rythme qui est le nôtre depuis le début, on peut tout conclure en 2027, ce qui serait une véritable prouesse. Mais voilà, en tout cas, les extérieurs et ce qui sera ouvert au public, c'est sûr, il y a relativement peu d'incertitudes. Le château, c'est un bémol, mais c'est jouable. Et peut-être une dernière question, Nicolas, c'est une question de Florent, justement, qui demande, est-ce que vous êtes soutenu localement dans votre projet et comment avez-vous été accueilli par rapport aux habitants du village? C'est toujours, généralement, un monument comme ça, c'est toujours quelque chose de précieux. Ça évoque des souvenirs à ces gens qui habitent autour. Et qu'est-ce que vous avez eu comme retour depuis que vous êtes arrivé? Alors, c'est la joie du débutant, si vous voulez. Ça veut dire qu'on ne mesurait pas à quel point les gens pouvaient être positifs, bienveillants et un véritable soutien dans une initiative et dans un projet comme celui-là. C'est extraordinaire. Et au début, vous tablez vraiment pas là-dessus. En tout cas, vous l'intégrez pas dans la réflexion parce que vous avez des priorités. Et les gens le manifestent spontanément et de mille et une manières. Et c'est remarquable. On a ouvert aujourd'hui, et ça nous tenait à cœur, on a ouvert à 3-4 occasions le château. Une fois pour les journées du patrimoine, une fois pour une journée qui est très régionale qui s'appelle Bienvenue à la Malouinière, et puis une autre fois pour des événements qui sont des événements très locaux. Je vous passe la chasse aux œufs et des choses comme ça. Euh, et à chaque fois, on a été débordés, devant refuser des centaines d'inscriptions, parce qu'on s'est rendu compte que l'engouement, la curiosité et l'attachement à ce patrimoine étaient absolument remarquables. Il se trouve que le château est visible de loin, parce qu'il est sur ce promontoire rocheux. Donc, il participe vraiment au paysage, là où d'autres malouinières sont cernées de murs et quasi invisibles des gens
du territoire, si vous voulez. Le château de Bonabon, par son site et par son implantation, il participe à la carte postale. C'est quelque chose déjà d'important. Mais il a aussi eu des vies successives. Il a été colonie de vacances, il a été hôtel-restaurant, il a embauché des gens, il a fait vivre des gens. Et puis, il a été occupé aussi, évidemment, par des particuliers. Et donc, il y a plein de gens qui ont des histoires, qui ont des anecdotes. Mais ça, c'est le propre de tous les patrimoines, de tous les monuments. Mais je dirais que c'est quelque chose qui est quand même absolument incroyable. Et les gens qui vous proposent spontanément de vous aider et vous aider de manière bénévole. Et on se rend compte là-dessus, on a, dès le démarrage, voulu documenter l'ensemble de nos travaux sur les réseaux sociaux et en particulier sur notre compte Instagram Château de Bonabon. Et où vraiment on détaille tous les chantiers qui sont en cours et on essaie de le faire de manière assez ludique, mais de manière très, très régulière, avec vraiment des parutions journalières, etc. Et on s'est rendu compte que les gens, c'était avant tout un outil de dialogue. On a un engagement des internautes sur ce projet qui est absolument colossal. Des gens qui font évidemment systématiquement des commentaires qui s'interrogent, qui posent des questions et qui proposent aussi leur aide. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. Ça, c'est la première chose. Et puis, le deuxième volet de la question, c'est les institutions, les élus, les locaux. On a eu, comme plein de propriétaires de monuments, un énorme chantier qui nous est tombé sur le coin de la figure qu'on n'avait absolument pas anticipé. C'est un projet d'implantation de panneaux photovoltaïques qui devait couvrir toute la parcelle limitrophe du domaine sur 21 hectares. C'est C'était un énorme. projet de 32 000 panneaux solaires sur des mâts de 8 mètres avec des entrailles Mamma mia. et un grand grillage tout aux hauteurs pour empêcher tout gibier, tous les animaux de passer et un bloc de transformateur électrique. Et ça, c'était un projet qui devait s'inscrire mitoyen au parc et face à toutes les vues qu'on a depuis le château, la vue du Mont-Saint-Michel, la vue de Cancale, la vue du Marais de Dole, et toutes ces vues auraient été en premier plan prises, captées par cette vague, cette marée de panneaux solaires de 8 mètres de haut. Et ça, c'est un projet qu'on a appris à l'hiver dernier, quelques mois après avoir fait l'acquisition du château. Et là, on a vraiment pris notre bâton de pèlerin, si je puis dire, et on a entamé une croisade pour d'abord sur le plan juridique et ensuite sur le plan des élus locaux, faire connaître ce projet, voir et expliquer à quel point il niait la réalité du territoire, du parc naturel régional, du site protégé du Marais de Dole qui est juste à côté, de la co-visibilité avec le Mont-Saint-Michel. Il y avait tout ça, si vous voulez, dans le panier, mais ça n'empêchait pas un agriculteur, évidemment supporté et alimenté par un opérateur de photovoltaïque, de développer ce projet. Et finalement, les élus sont rangés, ont compris la réalité de notre projet, ont vu et on les a fait venir sur place pour voir le chantier, et ils ont fini par décourager l'opérateur et le projet est tombé à l'eau. Mais ça nous a permis très rapidement, d'une manière assez précoce, de prendre contact avec tous les élus. Bon, et les élus sont pas idiots, vous le savez, ils se rendent compte qu'on amène une carte qui n'a pas d'équivalent, on amène un projet d'ouverture au public, on sauve le patrimoine, et ça, on le ramène sur un plateau, puisqu'on ne leur demande absolument aucun soutien. Aujourd'hui, le projet est financé intégralement à 100% sur nos biens propres, il est privé à 100%, et donc c'est quand même une opportunité et une aubaine pour des élus locaux qui par ailleurs veulent développer ce qu'on appelle le rétro-littoral. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des sites qui sont sursaturés. Je pense à Saint-Malo intramuros, je pense au Mont-Saint-Michel. Et aujourd'hui, l'objectif de la région, c'est de déporter les flux touristiques sur l'intérieur du pays, développer ce rétro-littoral. Et on s'inscrit pleinement dans cette politique-là, mais avec un financement privé et un projet très ambitieux. Donc, ils ont vite compris leur intérêt. Encore très intéressant. Et c'est vrai que ce sont là les limites d'avoir un château non classé. On peut s'exposer encore davantage à ce genre de risque. Exactement. Même Merci si on beaucoup, a des Nico. erreurs similaires sur d'autres bâtiments classés, Oui, et que oui, c'est vrai. c'est C'est jamais vrai. une assurance de risque. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai aussi. Il y en a pas mal des projets comme ça. Merci beaucoup, Nicolas. On va tout Merci à doucement vous. se quitter. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je vais remercier d'abord évidemment tous les participants. Vous avez été très nombreux, vous avez posé beaucoup de questions. Merci
Et on se retrouve d'ailleurs la semaine prochaine, mercredi prochain, à la même heure, avec le manoir de Coupsart, aussi un beau projet de restauration. Là, on sera en Normandie. Et vous avez certainement déjà vu l'émission. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Et puis, on se retrouve donc mercredi. Inscrivez-vous, mercredi 3 décembre, 19h. Et moi, je laisse la parole à Nicolas pour conclure. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Nicolas, c'est à vous. Non, bah, un grand merci Olivier tout d'abord pour avoir couvert et de très jolie manière le château. C'est pour nous un point de départ. C'était important de documenter cette partie-là, de faire une sorte de vaste état des lieux de l'état du château, l'état dans lequel on l'a récupéré, on l'a acheté. Et évidemment, je vous invite à nous suivre. C'est comme ça qu'on a bâti le projet et c'est véritablement avec cette envie de partager et d'ouvrir qu'on a conçu absolument toute cette campagne de restauration. Et l'effort qu'on met à la documenter, ben, j'espère que vous l'apprécierez. Et donc, je vous donne rendez-vous d'abord sur notre compte Instagram Château de Bonabon, mais aussi et surtout en 2027 pour une fête qui sera grandiose et pour la possibilité, cette fois-ci, de découvrir en personne le site, le château et l'ensemble du projet qu'on développe. Merci à vous. Merci à tous. N'oubliez pas de suivre Instagram, le compte du château de Bonaban, et je vous enverrai un mail avec le lien parce que je n'arrive pas à l'afficher ici. Je vous enverrai tous un mail. À très bientôt, portez-vous bien. Au revoir. Merci.